Si les instances de santé publique vous disaient que dorénavant, il faut bannir à tout prix et il faut lutter à tout prix, il faut éradiquer à tout prix le sommeil. Parce que le sommeil, c'est quelque chose qui est contre-productif et qui est contre la nature de la vitalité humaine. Est-ce que vous accepteriez cette recommandation de la santé publique? J'imagine que non, et pourtant, c'est ce qu'on est en train de nous faire croire à propos de la maladie. Écoutez ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette nouvelle conversation du lundi numéro 52 du 24 août 2020. Et oui, le temps passe de plus en plus vite, en tout cas moi j'ai cette impression que le temps passe de plus en plus vite. Et dans l'introduction de cette conversation du lundi, je vous ai provoqué en vous disant qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous feriez si demain les instances de santé publique vous racontaient une nouvelle connerie en vous disant que finalement le sommeil et la fatigue c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de la vie, de la santé économique d'un pays et qu'il faut absolument lutter de toutes nos forces et mettre tous les moyens en œuvre pour que le sommeil n'existe plus, pour que la fatigue soit éradiquée à tout jamais et que nous puissions être en état de veille 24 heures sur 24, mais que pour cela, il faut évidemment faire des grands sacrifices et il faut vous faire vacciner contre la fatigue qui vous permettra de ne plus jamais tomber endormi. Qu'est-ce que vous diriez à ce genre de choses? Eh bien, vous iriez les envoyer chier. Enfin, en tout cas, j'espère que vous les enverriez chier, parce que vous leur diriez, mais vous êtes cons, quoi. Le sommeil, ça fait partie de mon équilibre. C'est grâce au sommeil que je peux intégrer les expériences de vie que je vis pendant la journée en état de veille. C'est grâce au sommeil que je peux récupérer. C'est grâce au sommeil que je peux me régénérer. C'est grâce au sommeil que je peux rêver parce qu'il a été prouvé depuis longtemps que le rêve, c'est aussi quelque chose qui me permet de rééquilibrer mon psychisme. Alors, mais qu'est-ce que vous me racontez à m'interdire de dormir et à m'interdire d'être fatigué, à m'interdire de me reposer? Mais vous êtes fous, quoi! C'est ce que vous diriez, en tout cas, c'est ce que j'espère que vous diriez. Eh bien, je pense, et j'affirme, que nous pourrions dire exactement la même chose aux instances de santé publique par rapport à ce qu'ils veulent nous imposer comme propagande. Et cette propagande, si je devais la résumer aujourd'hui, et c'est une propagande qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est nous n'avons plus le droit d'être malades. Vous m'entendez? Les instances de santé publique sont en train d'agir sur nos vies pour nous interdire d'être malades. Or, être malade, entendez-moi bien parce que c'est là que je vais vous provoquer, mais je vais vous faire la démonstration que ma provocation n'est pas dénuée de bon sens. C'est un droit inaliénable pour les êtres humains d'être malade. Parce que la maladie, c'est le processus par lequel le corps va se régénérer de la même façon que le sommeil, c'est le processus par lequel notre corps et notre psychisme va se régénérer. Et donc, lutter à tout prix contre toute forme de maladie, c'est nous emmener l'humanité dans son entièreté dans une catastrophe sanitaire qui est déjà en train de se dérouler sous nos yeux. Simplement, vous n'avez peut-être jamais fait le lien entre les moyens qui sont mis de plus en plus fortement depuis une soixantaine d'années contre la maladie, contre toute forme de maladie, et l'explosion de plus en plus grande de toutes les maladies de société, dites de société, que ce soit le cancer, que ce soit toutes les maladies dégénératives, que ce soit toutes les maladies auto-immunes, que ce soit toutes les maladies neurologiques et neurodégénératives. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore fait le lien qui existe entre cette lutte contre la maladie et l'explosion des maladies de société que vous acceptez encore aujourd'hui qu'on nous impose
des campagnes visant à nous protéger d'un malheureux coronavirus qui pourrait nous rendre malades et qui pourrait nous faire mourir. Et je suis très très sérieux en vous disant cela. Alors bien entendu, les détracteurs parmi vous, vous allez me dire « Ouais mais Jean-Jacques, de quoi tu parles là? Tu n'es pas médecin. » Oui, effectivement, je ne suis pas médecin, mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'être médecin pour acquérir à un moment donné une légitimité par rapport à un certain nombre de questions. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus légitime à vous parler des processus de santé et de maladie que ne le sont beaucoup de médecins qui ont été formés à l'université pour soigner les gens et pour lutter contre la maladie. Mais les médecins n'ont pas été formés dans leur grande majorité pour favoriser et pour aider le corps dans ces processus de réparation, de régénération et de santé naturelle. Les médecins ne sont pas formés pour favoriser l'éclosion de l'équilibre physiologique. Ils sont juste formés pour apprendre à diagnostiquer les maladies et à lutter contre ces maladies, mais pas pour favoriser la santé. D'ailleurs, avez-vous entendu dans un seul pays, une seule instance de santé publique vous parler une seule fois de la manière dont vous pourriez aider votre système immunitaire à traverser cette pseudo-pandémie de coronavirus? C'est bien la preuve que ces gens ne sont pas là pour favoriser les processus d'équilibrage des êtres humains sur le plan physiologique. Ils sont juste là pour vous vendre leurs médicaments, pour vous vendre leurs vaccins, pour vous vendre des processus qui ne vont faire qu'à moyen et à long terme provoquer non seulement des effets secondaires à cause de toute la chimie qui est ingérée dans le corps humain, mais vont provoquer aussi une aggravation du niveau de maladie, du niveau de dégénérescence au niveau de l'humanité. D'ailleurs, il y a une trentaine d'années, j'avais lu un livre. Malheureusement, ce livre, je l'ai donné dans un de mes déménagements parce que, bon, au fur et à mesure que je déménage, je m'allège de plus en plus. Et dans un des déménagements, j'ai bazardé ce livre et sachez que je le regrette aujourd'hui. C'était un livre écrit par deux économistes. Vous allez me dire, quel rapport entre les économistes et la maladie? Et ces économistes, et malheureusement je n'ai pas retrouvé la référence, mais je suis en train de chercher pour l'instant, ces deux économistes avaient fait une étude très large qui comparait les investissements en argent faits par chacun des pays et le niveau de santé général de la population. Et ce qu'ils avaient démontré, bon, alors ils avaient séparé évidemment les pays industriels et les pays non industrialisés ou les pays en voie de développement ou les pays du tiers-monde. Hein, donc, je dirais la dénomination de ces pays a changé de décennie en décennie. Et donc, ce qu'ils démontraient, c'est que dans les pays industrialisés, les pays dits riches, plus le pourcentage du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, consacré à la santé, c'est-à-dire à la lutte contre la maladie, était élevé, donc plus ce pourcentage était élevé, eh bien, plus la population était globalement malade, tombait malade de maladies plus graves, quelques années plus tôt que dans d'autres pays qui consacraient moins d'argent, c'est-à-dire moins de pourcentage de leur PIB, à la lutte contre la maladie. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, plus un pays dépense son budget à lutter contre la maladie, plus les gens tombent malades jeunes et de maladies d'autant plus graves. Et ça, pour moi, ça ne m'étonne pas, puisque toute la médecine occidentale est fondée sur le principe que la maladie est un mal qu'il faut éradiquer à tout prix. Et donc, toute la médecine occidentale est fondée sur ce paradigme qui consiste à lutter contre les symptômes sans se poser la question de l'origine de ces symptômes et de pourquoi le corps est tombé malade à un moment donné.
Et donc, tout ça pour vous dire que je me sens beaucoup plus légitime que la plupart des médecins de ce monde pour vous parler de santé, parce que eux n'ont jamais été foutus de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'un être humain reste en équilibre. Ça fait 35 ans que je m'intéresse à ces questions, ça fait 35 ans que j'ai lu une littérature extrêmement abondante et bien plus abondante que ce que la plupart des médecins ont lu en matière de santé. Ça fait 35 ans que je m'intéresse aux liens qui peuvent exister entre les états émotionnels, les états psychiques, les états de stress d'un individu et sa propension à tomber malade. Ça fait 35 ans que je m'intéresse au processus de maladie et de réparation, au processus d'équilibrage et de déséquilibrage ou de déséquilibre et de rééquilibrage des êtres humains sur le plan psychique et sur le plan physique. Et c'est à ce titre-là que je voudrais vous démontrer que nous devrions tous et toutes, à partir de maintenant, revendiquer notre droit inaliénable à être malade si nous estimons que cette maladie nous apporte bien plus de bénéfices dans un processus global que ne nous apporte de préjudice. Alors, j'ai préparé toute ma démonstration, évidemment, pour ne rien louper. Et donc, je voudrais revenir au début de cette vidéo, quand je vous disais, si on vous disait qu'il faut du jour au lendemain éradiquer la fatigue et le sommeil parce que ça va à l'encontre de la santé économique d'un pays, évidemment vous diriez, bah, attends, t'es con là, c'est vraiment, tu veux nous empêcher de dormir maintenant, tu veux nous donner un vaccin contre la fatigue pour que nous ne soyons plus jamais fatigués et pour que nous ne tombions plus en état de sommeil. T'es con ou quoi? On a besoin de sommeil. Je vais vous démontrer aussi que nous avons besoin de la maladie pour pouvoir être en équilibre et pour pouvoir être en santé. Et pour cela, j'aimerais vous donner une image. Cette image, c'est l'image du vélo, qui est une image que j'ai utilisée depuis très très longtemps. Ça fait des dizaines d'années que j'utilise cette image. C'est une image qui m'a été donnée pour la première fois par mon professeur de mécanique en première année de physique, en première année d'université en physique. Et notre professeur de physique, je ne sais plus comment il s'appelait maintenant, Jean-Marie Gilles, voilà, nous disait qu'il y avait une différence entre l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. L'équilibre statique, c'est un peu l'équilibre d'une chaise, par exemple. Vous prenez une chaise, vous la mettez là, eh bien, si personne ne touche à cette chaise, eh bien, dans 10 ans, la chaise sera encore exactement au même endroit. Sauf s'il y a un tremblement de terre ou vraiment une tornade ou des choses comme ça. Mais donc, si personne n'y touche, 10 ans plus tard, la chaise va être encore à la même place. Ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre statique. C'est l'équilibre caractéristique des objets inanimés, des objets morts. Bien. À côté de ça, il y a la notion d'équilibre dynamique. La notion d'équilibre dynamique, c'est, nous disait notre professeur de physique, l'image du vélo. Un vélo, s'il est à l'arrêt et que vous êtes avec les deux pieds sur les pédales, eh bien, à moins d'être un équilibriste de cirque, vous allez tomber tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour rester en équilibre sur un vélo? Eh bien, vous allez devoir mettre en place un mouvement. Vous allez devoir pédaler. Et en pédalant, vous allez entraîner le vélo avec une force qui sera plus grande, une force qui va vers l'avant, que la force qui pourrait entraîner le vélo vers la droite ou vers la gauche. Et notre professeur de physique concluait avec beaucoup d'humour en disant « Souvenez-vous, mesdemoiselles et messieurs, que pédaler, c'est retarder le moment de la chute. » Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté depuis toujours. Donc, c'était en 1979, donc c'était il y a très très longtemps. Ça fait 41 ans que j'étais assis sur les bancs de la faculté de physique à écouter cela. Et ça m'est resté en me disant, mais finalement, il en est exactement de même pour la santé d'un être humain. Parce qu'un être humain, finalement, c'est quoi? C'est un être qui est capable
de rester en équilibre. Mais ce n'est pas un équilibre statique, parce que là, les seuls êtres humains qui sont en équilibre statique, et encore, ce sont des êtres morts. Et encore, parce qu'un être qui vient de mourir, il y a encore toute une vie, puisqu'il va y avoir tout un processus de décomposition des cellules, tout un processus de putréfaction, tout un processus qui va faire que petit à petit, nous allons nous désagréger. Donc même là, on ne peut pas dire qu'on est complètement mort. En tout cas, il y a tout un processus qui se passe. Donc, l'être humain, c'est un être qui doit, en permanence, gérer un équilibre dynamique, c'est-à-dire un équilibre qui est en permanence instable et que nous allons rattraper en permanence en restant en mouvement. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, je ne sais pas combien de fois j'ai inspiré et combien de fois j'ai expiré, mais si j'avais arrêté d'inspirer, ça fait longtemps que je n'aurais plus d'air dans mon organisme pour pouvoir continuer à vous parler. Donc, je suis dans un équilibre permanent entre inspirer et expirer. Plusieurs fois par jour, je bois et plusieurs fois par jour, je vais uriner. Donc, il y a un apport d'eau et un export d'eau. Même chose pour la nourriture. Même chose pour la veille et le sommeil, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, en fait, la clé de la santé intégrale, c'est d'être capable d'avoir les moyens, d'avoir les outils autonomes, c'est-à-dire où vous n'avez besoin de personne pour être en équilibre permanent. Mais c'est un équilibre qui sera toujours fragile, un équilibre toujours à refaire. Plusieurs fois par minute, je suis obligé d'inspirer, plusieurs fois par minute, je suis obligé d'expirer. Sinon, je ne suis plus en équilibre. Donc finalement, cet équilibre, c'est un équilibre qui va être menacé à certains moments par des circonstances extérieures ou intérieures. Et ce qui va m'amener à cette notion de maladie, c'est que nous allons tomber malade. À quel moment? Nous allons tomber malade lorsqu'un déséquilibre s'est installé dans notre vie. Mais pas seulement sur le plan physiologique, parce que ça aussi c'est un des grands problèmes de la médecine occidentale, de la médecine moderne, de la médecine dite scientifique, c'est que, je ne sais pas pourquoi, on a éliminé depuis quelques dizaines d'années, dans la notion de médecine, toute la dimension psychologique, toute la dimension émotionnelle, toute la dimension énergétique, toute la dimension spirituelle. Comme si ces éléments psychologiques, émotionnels, relationnels, spirituels ne pouvaient avoir aucun impact sur notre équilibre physiologique. Inversement, la médecine scientifique nie en grosse partie le fait qu'un déséquilibre physiologique peut avoir une influence sur notre état mental, sur notre état émotionnel, sur notre état psychologique, sur notre état spirituel. Et donc c'est pour ça que, ayant discuté de longues heures avec des praticiens des médecines globales, des médecines holistiques, que ce soit l'homéopathie, que ce soit l'ostéopathie, que ce soit l'acupuncture, que ce soit la médecine chinoise traditionnelle, que ce soit la médecine ayurvédique, j'ai eu la chance de dialoguer pendant des dizaines d'heures, voire parfois des centaines d'heures avec ceux qui étaient devenus mes amis, de leur vision de l'être humain. Et pour eux, c'était évident qu'on ne pouvait plus séparer la notion physique d'un côté et la notion psychologique de l'autre. J'en ai même discuté avec des biologistes ouverts d'esprit, comme Jacqueline Bousquet par exemple, mais aussi d'autres biologistes dont je ne vous citerai pas les noms, qui me disaient, mais tu sais, de toute façon, toutes les réactions émotionnelles chez l'être humain ont un substrat de neurotransmetteurs. C'est-à-dire que les émotions ne peuvent exister dans le corps humain que parce qu'il y a des cascades de neurotransmetteurs au niveau du système nerveux qui fait que finalement, il est impossible de séparer la notion psycho-émotionnelle d'un côté et la notion
neurophysiologique de l'autre. C'est comme si on essayait de dire, par rapport à une pièce de monnaie, où s'arrête l'avers de la médaille et où commence le revers de la médaille. C'est impossible. C'est la même médaille qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, mais c'est la même médaille, c'est le même substrat. Et heureusement que de plus en plus de scientifiques qui jettent un regard de physique quantique sur la médecine sont en train de nous confirmer qu'on a de plus en plus de phénomènes énergétiques, de plus en plus de phénomènes ondulatoires, de plus en plus de phénomènes vibratoires et de plus en plus de phénomènes quantiques au niveau de l'être humain. Donc, si vous acceptez ce postulat, je ne vous demande pas de l'accepter comme ça, mais si vous acceptez, je vous demande simplement d'accepter un postulat de départ, et puis je vais vous faire une démonstration par la suite. Si vous acceptez ce postulat de départ, que nous ne sommes pas un corps indépendant du psychisme et que nous ne sommes pas un psychisme indépendant du corps, eh bien, nous devrions d'ailleurs parler non plus de corps et de psychisme, et je l'ai proposé à mes étudiants de l'Académie de la vie en mouvement il y a quelques années en leur disant il faudrait parler de psychore ou de corps psy. Et puis un de mes étudiants un jour m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne parlerais pas de psoma? Puisque soma, en grec, ça veut dire le corps physique, et psy, ça veut dire l'âme, la psyché, c'est l'âme. Donc le psoma, ce serait une bonne façon de dire, de définir ce qu'est l'être humain. C'est un psoma. Ce n'est ni un corps, ni un psychisme, c'est un psoma. Bien. Donc, à partir de ce postulat de départ, je vous invite à réfléchir à ces notions d'équilibre et de déséquilibre dans le corps humain. Et quels sont les types de déséquilibres que nous pouvons vivre? Eh bien, nous pouvons vivre des déséquilibres au niveau intérieur. Alors, ça peut être des déséquilibres au niveau intérieur sur le plan physiologique, mais ça peut être des déséquilibres sur le plan psychologique. On rumine des idées noires, ben c'est un déséquilibre intérieur. On a bouffé trop de sucre, c'est un déséquilibre intérieur également, puisque notre corps va avoir tendance à s'acidifier. De la même façon qu'on peut vivre des déséquilibres par rapport au monde extérieur. Nous vivons dans un environnement pollué sur le plan physique, eh bien nous sommes exposé, notre psoma est exposé à un environnement qui n'est pas équilibré. C'est un environnement qui est déséquilibré sur le plan physique. Nous vivons baignés dans des radiations électromagnétiques non ionisantes comme la Wi-Fi, comme la 4G, comme la 5G, etc. Eh bien, nous sommes exposés à des déséquilibres qui viennent de l'extérieur. Nous écoutons les médias mainstream qui nous rabâchent les oreilles tous les jours avec la peur d'une maladie mortelle qui va tuer toute la Terre entière. Eh bien, nous subissons une pollution psychique extérieure qui va influencer notre psoma. Ça va? Vous me suivez? Bien. Nous pouvons aussi vivre d'autres déséquilibres. Nous pouvons vivre des déséquilibres matériels et des déséquilibres immatériels. Par exemple, nous sommes dans un environnement qui est trop chaud ou un environnement qui est trop froid. Ça, c'est un déséquilibre matériel, si vous voulez. Mais nous pouvons aussi être exposés à des déséquilibres immatériels, comme par exemple l'exposition à des ondes non ionisantes, des champs électromagnétiques, mais nous pourrions aussi être exposés à des radiations nucléaires, par exemple. Ça, c'est un déséquilibre immatériel, ça ne se voit pas. La radioactivité, ça ne se voit pas, et pourtant, ça va avoir une influence majeure. Parlez-en aux ouvriers qui ont été décontaminés, en tout cas qui ont lutté contre la contamination de Tchernobyl ou de Fukushima, eh bien, ils vous en diront des nouvelles. Nous pouvons vivre, évidemment, ces déséquilibres de façon temporaire ou de façon prolongée. Alors, si nous vivons le déséquilibre de façon temporaire, par exemple, nous sortons 5 minutes, nous n'avons pas de veste et il fait moins 30 dehors, ce qui arrive quand même assez souvent ici au Canada, eh bien, ça c'est un déséquilibre par rapport à notre physiologie, par rapport à notre psoma, mais qui est temporaire, parce qu'on sait qu'on est juste sorti quelques minutes, le temps de sortir des poubelles ou le temps d'aller fumer une cigarette et puis de rentrer.
et on n'a pas pris le temps de mettre son manteau parce que c'est trop long. Hein, c'est chose que je fais régulièrement, pas sortir pour fumer parce que j'ai jamais fumé, mais sortir mes poubelles. Parfois je ne mets pas mon manteau parce que je sais que j'en ai pour quelques secondes à aller jusqu'à la rue, mettre la poubelle et rentrer à l'intérieur. Par contre, si je me retrouve enfermé à l'extérieur de ma maison et que je suis en petite chemise comme pour l'instant, eh bien là je vais subir un déséquilibre prolongé. Si je suis soumis à du harcèlement moral dans mon entreprise, je suis employé dans une entreprise et je subis un mobbing pendant 2 ou 3 ans, ça c'est un déséquilibre prolongé, c'est un stress prolongé que je vais vivre. Par contre, si je me fais engueuler une fois dans mon existence professionnelle parce que j'ai fait une connerie, bon ben ça va me stresser sur le moment même, mais ce stress ne va pas se prolonger. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'insiste beaucoup sur la différence qui peut exister, enfin sur les différentes sortes de déséquilibres, parce que par la suite, la manière dont nous allons nous rééquilibrer va se présenter de façon différente en fonction de ce qui s'est passé au moment où nous avons été déséquilibrés. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre déséquilibre? Bon, ça je vous l'ai déjà dit, hein, c'est une autre façon de le dire, il y a des déséquilibres physiques et il y a aussi des déséquilibres psychologiques ou spirituels. Il y a aussi des déséquilibres sous forme d'excès. Hein, nous avons trop mangé, nous avons trop bu, nous recevons trop d'amour et nous étouffons sous l'amour et sous l'emprise protectrice ou surprotectrice de notre mère. Ça, ce sont tous des déséquilibres en excès. Par contre, nous pouvons souffrir aussi de déséquilibres en manque. Nous manquons de nourriture, nous manquons de vitamines, nous manquons d'oligo-éléments, nous manquons d'eau, nous manquons d'amour, nous manquons de protection sur le plan psychologique. Voyez que donc je prends chaque fois des exemples dans la sphère physique et dans la sphère psychologique parce que pour moi, ces déséquilibres vont avoir un impact. Bien. Donc, si vous avez compris ça, vous allez comprendre que chaque fois que je suis en déséquilibre, et ça c'est quelque chose que j'explique en long et en large dans mon dernier livre qui est « Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent » où je montre des schémas qui présentent les déséquilibres en manque ou en excès comme étant une façon d'augmenter le stress à l'intérieur de notre psoma. Et plus nous sommes en déséquilibre, c'est-à-dire plus nous sommes loin de l'équilibre, plus notre stress va être élevé. Je prends dans mon livre l'exemple du ressort. Bon, ben, le ressort, à un moment donné, il va être dans une position d'équilibre. Si on le comprime, ça va créer une force de rappel qui va repousser nos mains de telle sorte à revenir à la position d'équilibre. Et si nous l'étirons, eh bien ça va créer là aussi une force qui va ramener, qui va avoir tendance à ramener le ressort à cette position optimale. Et si nous tirons trop le ressort, ben à un moment donné, nous allons même casser l'élasticité du ressort de telle sorte qu'il ne sera plus possible de ramener ce ressort à l'équilibre. Là, nous sommes dans une situation où nous avons été tellement loin dans le déséquilibre que nous mourrons. En fait, vous voyez que cette image du ressort, elle est très intéressante parce que quand vous êtes en compression ou quand vous êtes en extension, eh bien, il y a un stress. Mais le stress, vous allez comprendre donc tout de suite avec cette image que ce stress va avoir tendance à ramener le corps dans sa position optimale. D'accord ? Mais quand on va trop loin ou trop longtemps dans une position soit d'extension, soit de compression, eh bien là, nous allons casser le ressort et dans les deux cas, nous provoquons la mort du psoma. Et donc, c'est pour ça que nous mourrons à un moment donné de maladie, entre guillemets. C'est parce que ça a été trop loin. Le déséquilibre a été trop long, soit en compression, soit en extension. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça parce que je vais revenir évidemment à la notion de pandémie dans quelques minutes et vous allez voir que c'est un crime contre l'humanité de nous empêcher d'être exposés à une épidémie. C'est un crime et je pèse mes mots. Donc,
il va falloir qu'à un moment donné, donc, nous acceptions que le ressort fasse son travail de se remettre à l'équilibre par lui-même, c'est-à-dire de ne pas empêcher le ressort de laisser jouer les forces de rappel pour le ramener à cette position optimale. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors, figurez-vous que dans la physiologie humaine, et ça, tous les médecins du monde sont supposés avoir appris ça, mais ils n'en font rien, ou la plupart d'entre eux n'en font rien dans leur pratique quotidienne, c'est que lorsque nous sommes en situation de stress, eh bien, les situations de stress, c'est-à-dire les situations où nous sommes en déséquilibre, quelle que soit la nature du déséquilibre, eh bien, cette situation de stress va activer ce qu'on appelle dans le système nerveux central le système orthosympathique, ou pour le faire plus court, le système sympathique. C'est-à-dire que le système sympathique, c'est le système dans notre système nerveux qui va activer des substances comme l'adrénaline, comme le cortisol, etc., pour nous stimuler, pour lutter contre le stress, justement. Et lorsque nous allons enfin permettre à notre psoma de lâcher le stress, ou lorsque nous allons nous éloigner de la source de déséquilibre. Exemple, j'étais en train de sortir mes poubelles en manche de chemise, je rentre à la maison, eh bien le stress dans lequel j'ai mis mon psoma n'est plus là, puisqu'en fait là c'était une cause extérieure. Eh bien comme la cause extérieure n'est plus là, je vais permettre à mon corps de se rééquilibrer. Et donc là, le corps va faire appel au système complémentaire, au système orthosympathique, qui sera le système parasympathique. Alors, toutes ces choses-là, je vais les expliquer de façon beaucoup plus approfondie dans la future Académie de la santé intégrale que je suis en train de préparer avec beaucoup d'enthousiasme, parce que vous aurez compris à mon énergie que ça m'intéresse beaucoup plus de vous expliquer ce genre de choses et de vous expliquer comment rester en équilibre tout le long de votre vie, plutôt que de vous faire part des recherches que je fais pour, je dirais, démasquer tous ces mensonges crapuleux que ces criminels qui se trouvent à la tête de la santé publique et à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la santé? Je dirais c'est plutôt l'Organisation mondiale de la soumission. Je dirais que ça m'intéresse beaucoup moins de le faire. Et n'en déplaise à mes détracteurs, eh bien, je n'ai jamais eu besoin de faire peur aux gens qui me suivent pour vendre mes formations. Ça, il faudra que vous vous rendiez compte, mes chers détracteurs, que ça fait 31 ans que je suis formateur professionnel et je n'ai jamais fait appel à la peur pour vendre mes formations. Ça, je le laisse à Big Pharma, je le laisse aux compagnies pharmaceutiques qui ont orchestré des campagnes de peur en 2009, qui ont orchestré des campagnes de peur depuis début 2020 pour nous fourguer leur saloperie de vaccin. Je ne joue pas à ce jeu-là. Ou alors, il va falloir que vous m'expliquiez comment j'ai fait des millions et des millions de chiffres d'affaires dans un contexte où il n'y avait pas de peur et où je n'ai jamais recouru à cette manœuvre manipulatoire pour vendre mes services. J'ai toujours vendu mes services en faisant la promotion de l'autonomie des individus. Vous entendez là les copains là? J'ai toujours fait la promotion de l'autonomie des individus. J'ai toujours dit aux gens, ma meilleure récompense, c'est lorsque vous n'aurez plus besoin de moi et que vous pourrez me dire « Merci Jean-Jacques des outils que tu m'as apportés, maintenant je n'ai plus besoin de toi parce que je suis capable de prendre soin de ma santé sur le plan physique, de mes relations et de mon équilibre sur le plan spirituel. » Donc, ceux qui veulent encore essayer de prétendre ou de démontrer que je suis un gourou dangereux qui profite de la faiblesse des individus, passez votre chemin définitivement, s'il vous plaît, et attaquez-vous aux instances de santé publique. Vous ferez une œuvre beaucoup plus salutaire pour la population. Fin de la parenthèse. Donc,
je vous disais que ça, je vais vous l'expliquer de façon beaucoup plus approfondie dans l'Académie de la santé intégrale qui va démarrer dans quelques jours. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et le problème maintenant, c'est que lorsque la situation de stress a été trop intense ou trop prolongée, qu'est-ce qui va se passer si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent? Si vous tirez sur un ressort pendant trop longtemps sans lui permettre de revenir à sa position d'équilibre, eh bien le ressort va perdre de son élasticité et va perdre de sa capacité à revenir à l'équilibre. Et c'est là qu'on tombe dans des maladies chroniques. Donc, si vous avez bien compris, notre devoir en tant qu'être humain, c'est de veiller à rétablir l'équilibre le plus rapidement possible dès que nous sommes en déséquilibre. En fait, c'est ça, un être humain en santé. C'est quelqu'un qui a la capacité de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible. C'est-à-dire que dès qu'il commence à sentir que son vélo part vers la droite ou vers la gauche, va donner un petit coup de guidon pour se remettre dans le droit chemin. En fait, c'est ça notre responsabilité. Chez RTL TVI, on m'a traité de summum de l'irresponsabilité. J'estime personnellement que je suis le summum de la responsabilité, parce que ça fait 34 ans que je n'ai pas pris une aspirine, que je n'ai pas pris un antidouleur, que je n'ai pas pris un antipyrétique, que je n'ai pas pris un complément alimentaire, que je n'ai pas pris une vitamine. Par contre, ça fait pratiquement 40 ans que je mange biologique. Ça fait 34 ans, et ce n'est pas par hasard évidemment, que j'ai appris à rééquilibrer ma vie émotionnelle. Ça fait 34 ans que j'apprends à vivre en équilibre avec les autres êtres humains que je fréquente. Ça fait 34 ans, même plus d'ailleurs. Attendez que je calcule. Ça fait à peu près 34 ans que je vis en équilibre avec ma mission de vie sur le plan spirituel. Et c'est grâce à ma capacité à être en permanence en équilibre que mon corps n'a plus besoin de tomber malade de façon grave et prolongée. Alors, est-ce que ça fait 34 ans que je n'ai plus été malade? Je n'ai jamais dit cela. Je suis tombé malade un certain nombre de fois et je vais vous donner quelques exemples qui vont, j'espère, vous parler. Premier exemple, si je mange trop, je fais un bon gueuleton chez des amis, bien arrosé, etc., etc. Et la nuit, je suis obligé de me relever pour dégueuler parce que je ne parviens pas à digérer. Est-ce que vous allez considérer que vous avez été malade? Ben oui, dans la croyance populaire habituelle, quand on dégueule la nuit, eh bien c'est qu'on est tombé malade. Et d'ailleurs le lendemain, vous allez dire à vos amis, oh là là, j'ai été malade toute la nuit, tu ne peux pas imaginer, mais je pense que j'ai trop forcé sur le vin ou j'ai trop forcé sur le magret de canard que je me suis repris 3 fois. Et puis la mousse au chocolat, elle était tellement bonne que j'en ai repris 3 fois aussi, etc., etc. Mais là, je l'ai vraiment payé parce que je suis tombé malade. Non, vous n'êtes pas tombé malade. Ça, c'est la méprise de la médecine. Vous n'êtes pas tombé malade. En fait, votre corps a choisi la meilleure solution pour se rééquilibrer. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Le coût énergétique que votre corps aurait dû consentir était bien trop élevé pour essayer d'assimiler toute la nourriture et tout l'alcool que vous aviez ingéré la veille. Donc, qu'est-ce que le corps a choisi? Le corps a choisi la solution la moins coûteuse sur le plan thermodynamique. Et donc, il a décidé de vous faire vomir. Donc, vomir, c'est un processus de rééquilibrage qui vous a permis de revenir plus vite à l'équilibre au niveau de votre psoma. Ça va? Allez, on prend un autre exemple. Vous avez été stressé pendant plusieurs jours parce qu'on vous a harcelé au travail.
Et comme par hasard, pendant ces jours-là, vous avez été constipé. Impossible d'aller aux toilettes. Vous aviez beau aller sur les toilettes, impossible d'y aller. Et puis enfin, vous avez une explication avec vos collègues de travail parce que vous avez demandé une médiation aux responsables des ressources humaines. Et là, enfin, vous avez pu vous expliquer. Enfin, vous avez pu dire à vos collègues à quel point vous vous sentiez mal. Enfin, vos collègues ont compris et ont mieux interprété les comportements que vous aviez, qu'ils avaient eux-mêmes mal interprétés. Et c'est pour ça que vous subissiez un harcèlement moral dans votre unité de travail. 1 heure plus tard, même une demi-heure plus tard, et là, de nouveau, je vous parle d'expérience. Je vous rappelle que j'ai accompagné 22 000 personnes dans des séminaires de formation. Et je peux vous dire que dans certains séminaires, qui étaient des séminaires consacrés aux relations interpersonnelles, qui étaient consacrés à la gestion des émotions, ce n'étaient pas des séminaires pour guérir les gens. Moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais prétendu être capable de guérir quelqu'un. D'ailleurs, guérir, ça, je laisse ça aux médecins. Puisque mon optique et ma vision des choses, c'est que nous ne sommes pas là pour guérir les gens. Nous sommes là pour stimuler les processus naturels d'auto-guérison qui se trouvent à l'intérieur du corps. Il n'y a jamais aucun chirurgien qui a permis à un corps de se cicatriser. C'est le corps qui se cicatrise. Mais quand je fais travailler quelqu'un dans mes séminaires relationnels sur une situation stressante qu'il est en train de vivre depuis quelques semaines ou quelques jours, et que la personne en jeu de rôle parvient à trouver la clé pour régler cela, le nombre de fois où j'ai vu des gens courir aux toilettes juste après la fin du jeu de rôle et dire « j'ai enfin été à selle alors que ça faisait 10 jours que j'étais constipé », pour moi ce n'était même plus quelque chose, un sujet d'étonnement si vous voulez. Mais quand vous allez avoir une diarrhée carabinée pendant 48 heures, est-ce que vous allez dire que vous êtes malade? Non! Votre corps est en train de se rééquilibrer. Je vous donne encore un autre exemple. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais ce que tu nous expliques avec le système orthosympathique et le système parasympathique, c'est-à-dire le système lorsque le psoma est en état de stress et puis lorsque le soma est en état de réparation, donc de récupération. Alors je comprends alors pourquoi je suis tombé malade le premier jour de mes vacances. Ben oui, effectivement, vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous commencez vos vacances, surtout lorsque la période de travail a été assez stressante, les premiers jours de vacances commencent par le fait d'être malade. Alors évidemment, quand vous ne connaissez pas toutes ces lois de la santé, vous allez dire « Ah ouais, mais j'ai dû avoir un refroidissement à cause de l'air conditionné qui était dans l'avion. » Ou « J'ai dû choper un virus qui traînait dans l'hôtel. » Mais non, vous n'avez pas chopé un virus. Et ce n'est pas l'air conditionné de l'hôtel ou de l'avion qui vous a rendu malade. Non, c'est pas ça. C'est simplement le fait qu'en vacances, on déstresse. Et là, enfin, votre corps se dit « Yes, je vais pouvoir sortir toutes mes poubelles. » Et là, vous tombez malade. Mais cette maladie est là pour rééquilibrer votre corps. Et c'est là que les virus vont intervenir. C'est là que les bactéries vont intervenir. Et donc, est-ce que vous commencez à comprendre que c'est une aberration sur le plan médical de lutter contre les symptômes de maladie? Alors, évidemment, je vais faire un disclaimer tout de suite, parce que sinon, mes détracteurs vont encore dire que Crève-Cœur a dit une connerie et vous allez sortir ma phrase hors de son contexte pour essayer de me démolir. Mais écoutez, il faudra être un peu plus malin pour essayer de me discréditer. Si j'étais con, ça fait longtemps que la Mivilude aurait réussi à me faire arrêter et à me faire enfermer. Ça fait longtemps que l'UNADFI aurait réussi à me faire condamner. Mais là, j'entends toujours la moindre poursuite judiciaire depuis que je tiens ces discours.
et je donne même une récompense de 10 000 $ à celui ou celle qui trouvera la moindre preuve d'une condamnation ou d'une plainte qui a été déposée contre moi en 31 ans de carrière en tant que formateur professionnel. Voilà, 10 000 $. Ça va? C'est noté? Ben, allez-y, cherchez. Donc, quand je vous dis, est-ce que vous voyez à quel point c'est idiot et c'est aberrant sur le plan médical de lutter contre les symptômes? Évidemment, il faut que je fasse quelques remarques pour que vous ne me fassiez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'évidemment, plus vous allez attendre longtemps avant de revenir à l'état d'équilibre, moins vous allez devenir compétent et moins votre corps va devenir compétent pour revenir de lui-même à l'équilibre. Quelqu'un qui est constipé depuis plusieurs mois, ça va être difficile qu'il s'en sorte tout seul. Et c'est là qu'on en arrive à des solutions complètement folles, mais nécessaires, qui consistent par exemple à coudre l'anus de quelqu'un et de lui installer une poche ventrale de merde avec un anus artificiel sur le ventre. Mais vous savez, si ces personnes qui ont été obligées d'aller jusqu'à cette extrémité, vous vous imaginez vous balader avec un sac de merde sur le ventre jusqu'à la fin de vos jours, quand vous avez 30 ou 35 ans? J'ai un de mes amis qui est spécialiste des problèmes, effectivement, de constipation, et qui, à longueur d'année, fait des installations d'anus artificiels. Mais ce sont des situations qui, normalement, ne devraient jamais arriver si les personnes qu'ils voient en consultation avaient appris beaucoup plus tôt à gérer leur stress, à guérir leurs propres traumatismes, qui très souvent d'ailleurs sont des traumatismes d'abus sexuels dans l'enfance. Et là, ils auraient pu éviter une opération aussi invalidante. D'ailleurs, mon ami qui s'appelle Guylain de Vroode, qui est un Belge d'origine, chirurgien à Sherbrooke, au Québec, a fait cette démarche parce qu'il s'est rendu compte que la plupart de ses patients étaient des patientes, et quand il a creusé un peu plus loin, il s'est rendu compte que la plupart, sinon quasiment la majorité des patientes qui étaient constipées de façon chronique étaient des femmes qui avaient été abusées sexuellement dans leur enfance. Donc du coup, il est devenu psychothérapeute et il a accompagné certaines de ces femmes, surtout les jeunes femmes, à guérir leur traumatisme lié à ces abus sexuels et à leur éviter les opérations pour lesquelles il aurait gagné beaucoup plus d'argent en tant que chirurgien. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous renvoie au livre de Guylain de Vroode. Mais donc vous comprenez que oui, la médecine allopathique telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou les médecines, quelles qu'elles soient, continueront à être nécessaires tant que tous les individus du monde ne seront pas capables de faire ce que je fais et ce que d'autres personnes font, c'est-à-dire à rééquilibrer sa vie dès qu'un déséquilibre s'installe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui je peux me passer de toutes les propositions médicales, qu'il s'agisse de la médecine allopathique ou de la médecine globale, c'est parce que j'ai appris, dès que j'ai un conflit avec quelqu'un, je ne reste pas assis sur mon cul en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est malheureux et qu'est-ce que je lui en veux, etc. etc. » Non, je vais aller téléphoner à cette personne, je vais aller retrouver cette personne, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur, je vais apprendre à réparer ce qui est cassé dans ma relation avec la personne. Je ne vais pas rester avec un poids sur l'estomac, un poids sur le cœur. De la même façon que dès que je me sens trop fatigué, qu'est-ce que je fais? Que je sois en avance ou en retard dans mon travail, je vais m'arrêter de travailler.
À l'époque où je travaillais entre 80 et 90 heures par semaine, à l'époque où j'étais consultant en entreprise, et que je faisais 70 000 km par an en voiture, que je passais 180 nuits à l'hôtel par an, eh bien figurez-vous qu'il y avait 2 moments de l'année où je tombais malade systématiquement. Mais c'était systématique. C'était mon dernier jour de travail juste avant la Noël. Donc si c'était le 20 décembre, eh bien le 20 décembre au matin, alors que j'entamais ma dernière journée de formation en entreprise, je commençais à avoir de la fièvre. Et je le sentais, hein. Au fur et à mesure de la journée, ma fièvre montait. Et j'étais de plus en plus groggy. Je rentrais tant bien que mal à la maison le soir, je prenais ma température, très souvent j'avais 39, 39,5, et je disais à ma femme et mes filles, « Bon, mon corps savait que c'était ma dernière journée de travail, il a anticipé de quelques heures le processus de parasympathicotonie, je suis malade, je ne suis plus là pour personne et laissez-moi donner la chance à mon corps de se rééquilibrer. » Et ce que je faisais à ce moment-là, c'est me mettre au lit immédiatement, arrêter de manger pendant 2-3 jours pour ne pas fatiguer mon corps dans des processus d'assimilation, de digestion et d'élimination, alors que toute son énergie à ce moment-là devait être consacrée à rééquilibrer le déséquilibre que j'avais imposé à mon corps depuis le 15 août jusqu'au 20 décembre, en travaillant comme un malade. Donc mon corps a accepté d'être en déséquilibre pendant tout ce temps-là parce qu'il fallait que je produise. Mais le 20 décembre, il savait que c'était mon dernier jour de travail pour les 15 jours qui suivaient, donc il tombait malade et je lui permettais de tomber malade. Donc j'arrêtais de manger, je ne buvais que de l'eau, je n'avais aucune activité intellectuelle, donc je ne lisais pas, aucune activité sexuelle, bien entendu parce que ça prend beaucoup d'énergie aussi, aucune activité du style regarder un film sur un lecteur de DVD ou des choses comme ça, rien du tout. La position allongée, le jeûne et boire de l'eau et transpirer comme un cochon. Et jamais je n'ai lutté contre la fièvre parce que là aussi, la fièvre, c'est un des éléments fondamentaux du processus de réparation. C'est grâce à la fièvre que le corps va mettre en place la gestion équilibrée des microbes qui sont présents pour aider le corps à se rééquilibrer. Donc, quand je vous dis depuis le début de cette pseudo-pandémie que la plupart des virus, que la plupart des bactéries, que la plupart des champignons sont présents dans les processus de rééquilibrage, je ne suis pas fou. C'est ça qui se passe. Sauf que quand on lutte contre la fièvre, on ne va faire que prolonger la maladie. Ou au contraire, on va même empêcher le processus de réparation et de rééquilibrage. Et quand nos enfants étaient malades, qu'est-ce que nous faisions si vraiment la température allait au-delà de 40,5? Eh bien, on leur donnait un bain d'eau tiède pour maîtriser la température à 40, 40,5, mais pour ne pas faire baisser la fièvre trop brutalement, pour permettre au corps de se rééquilibrer jusqu'au bout, le corps de notre enfant de se rééquilibrer jusqu'au bout et de se réparer le plus rapidement possible, c'est-à-dire de donner la chance le plus rapidement possible aux forces de parasympathicotonie de faire leur travail. Habituellement, 48 heures plus tard, après avoir changé à plusieurs reprises les draps de mon lit qui étaient absolument trempés, eh bien, mon corps était rééquilibré et je pouvais vivre des vacances tout à fait équilibrées et reposantes avec ma femme et mes enfants. Le deuxième moment où j'étais malade systématiquement, c'était aux alentours du 11, 12, 13 juillet, puisque c'est à ce moment-là que j'arrêtais de travailler pour les entreprises, puisque essentiellement je travaillais en France. Et donc c'est à partir du 14 juillet qu'il n'y avait plus moyen de programmer des programmes de formation et des rencontres de formation. Donc le 10 juillet, alors qu'on était en plein soleil, je tombais malade. Donc c'était même pas
je dirais, le froid qui provoquait ma maladie. Non, c'était simplement le fait que mon corps, mon psoma, c'est-à-dire mon corps et mon psychisme, ensemble, mon psoma, savait que c'était ma dernière journée de travail, le 11, le 12 ou le 13 juillet. Et donc, en début de journée, je commençais à avoir de la fièvre, je rentrais et je disais à ma famille « Je suis malade, laissez-moi tranquille » et je me mettais au lit, je jeûnais, je buvais de l'eau et je n'avais aucune activité d'aucun type jusqu'au moment où je sentais que mon corps avait fait ce qu'il fallait pour moi pour se rééquilibrer. C'est la même chose au niveau des maladies infantiles. Une maladie infantile, parce que c'est une maladie symptomatique, mais ça je l'expliquerai de façon plus détaillée dans l'Académie de la santé intégrale, comme c'est une maladie symptomatique, c'est une maladie qui apparaît en phase de parasympathicotonie, c'est-à-dire en phase de réparation. Donc quand un enfant fait une maladie infantile, que ce soit la rougeole, la rubéole, les oréons, la scarlatine, la coqueluche, eh bien l'enfant est en train de rééquilibrer, de rattraper un stress qu'il a vécu dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui ont précédé. Et chaque maladie infantile est une occasion pour l'enfant de se débarrasser d'un stress somatique, psychosomatique, et de prendre et de conquérir une autonomie plus grande à chaque stade et à chaque maladie infantile. D'ailleurs, les parents qui parmi vous n'ont pas vacciné leurs enfants ont permis donc à leurs enfants de faire une ou plusieurs maladies infantiles, s'ils en avaient besoin, parce que tous les enfants n'ont pas besoin de faire toutes les maladies infantiles. Et vous avez probablement remarqué, comme nous l'avons remarqué, qu'à chaque fois, quand l'enfant sort de cette maladie, il ressort plus grand, plus autonome, plus solide à l'intérieur et plus indépendant de papa et maman. D'ailleurs, je sais qu'il y a une incompréhension chez la plupart des médecins et dans le grand public encore plus, de l'utilité de ces maladies infantiles au niveau de la construction du système immunitaire. Ce système immunitaire qui, je le rappelle, n'est construit et n'est mature qu'à l'âge de 7 ans et pas avant. Donc entre 0 et 7 ans, le système immunitaire se construit à travers les contacts avec les différents microbes qui viennent déjà de la flore vaginale et anale de la mère au moment de la naissance, d'où l'importance de vivre un accouchement par les voies basses et non par les césariennes, ce qui est une pratique qui est de plus en plus courante dans un certain nombre de pays développés. Je pense que c'est au Brésil qu'ils en sont maintenant arrivés à un taux de 70% des naissances qui se font par césarienne. Eh bien, quand on fait des naissances par césarienne, on prive le système immunitaire des bébés de l'ensemencement naturel de la flore vaginale et de la flore anale de la mère. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de fragilité de l'immunité de ces populations-là lorsqu'elles ont vécu une naissance par césarienne. Ça, on va le savoir assez vite parce que au niveau du Brésil, en tout cas, on est dans des proportions absolument catastrophiques. Ça veut dire aussi que c'est complètement stupide de vouloir vacciner et de vouloir faire réagir un système immunitaire entre l'âge de 0 et 7 ans, puisque ce système immunitaire n'est pas capable de produire des anticorps avant l'âge de 7 ans par rapport à un calendrier vaccinal qui ne respecte absolument pas la logique naturelle de ce dont a besoin. Un enfant A ne va pas avoir les mêmes besoins de se libérer de stress qu'un enfant B. Donc un enfant A va faire la scarlatine, là où l'enfant B ne la fera pas parce qu'ils n'auront pas vécu les mêmes stress. Bon, mais là, je m'engage trop loin pour vous expliquer tout ça dans le détail.
mais j'ai vraiment envie de vous donner l'envie de vous inscrire à l'Académie de la santé intégrale, parce que c'est tout ça que je veux vous expliquer. Je veux vous expliquer comment vous pouvez devenir autonome sur le plan de la gestion de votre santé physique et de votre santé psychologique et spirituelle. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc vous comprenez que toutes les mesures qui nous ont été imposées depuis le début de cette pseudo-pandémie vont totalement à l'encontre des lois naturelles de l'équilibre du corps humain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez le fait que nous interdire d'avoir des contacts sociaux, c'est nous mettre en situation de manque sur le plan somatique, sur le plan psychologique. Mais le fait de nous interdire d'avoir des contacts sociaux, c'est aussi nous mettre en manque de fertilisation croisée de nos immunités en nous empêchant d'être au contact de coronavirus avec lesquels de toute façon nous étions déjà en contact depuis des années, sinon des dizaines d'années. Le coronavirus n'est pas quelque chose de nouveau. Et l'immense majorité de la population était déjà capable de traiter cette information coronavirus. Même si ce coronavirus est probablement quelque chose qui est sorti d'un laboratoire. Il y a encore un nouveau livre sorti par un professeur italien qui revient sur les hypothèses qui avaient déjà été émises par un groupe de chercheurs indiens au tout début de la pandémie, qui a été revalidé par le professeur Montagnier, qui a travaillé en collaboration avec un docteur en mathématiques, en statistiques. Et là, c'est maintenant un professeur italien qui fait la démonstration que le virus auquel les populations étaient exposées était un virus qui n'était pas naturel. Mais peu importe, parce que même si ce virus n'était pas naturel, il comportait une bonne partie de matériaux génétiques qui ressemblaient au coronavirus naturel. Et c'est comme ça que la plupart de la population a été capable de passer à travers cette pseudo-pandémie sans aucun médicament. Mais qu'on nous foute la paix une fois pour toutes avec les masques, avec la distanciation sociale, avec le fait de ne pas pouvoir s'embrasser, avec le fait de devoir faire l'amour avec un masque. Mais attendez, mais vous arrêtez de nous prendre pour des cons, vous arrêtez de nous prendre les journalistes là et les instances de santé publique comme si nous n'avions jamais eu de système immunitaire et de processus de réparation et de rééquilibrage. Bon sang, mais si ces instances de santé publique avaient raison, je devrais déjà être mort depuis longtemps. J'ai participé à pratiquement toutes les manifestations qui ont été organisées au Québec depuis le mois d'avril. J'ai donné des conférences en plein air, dans des manifestations où jamais personne ne portait de masque, où j'ai embrassé des centaines de personnes à chacune des manifestations. Si vraiment on était aussi menacé par ce coronavirus d'un type nouveau, est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Jacques Crèvecoeur devrait être mort depuis longtemps? Bon, je sais que ça ferait plaisir à certains de mes détracteurs, mais regardez, je suis toujours en pleine forme. Alors oui, j'ai senti qu'effectivement, ce coronavirus avait quelque chose de particulièrement agressif, parce que contrairement aux autres années, j'ai senti que j'étais sur le point de basculer dans la maladie, c'est-à-dire dans un processus de rééquilibrage avec des symptômes et avec de la fièvre. Mais je sais aussi comment faire pour garder mon corps sans devoir aller jusque dans un processus handicapant sur le plan du rééquilibrage. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Allez, vous allez rigoler un coup là. Je me suis mis une gousse d'ail dans l'anus chaque jour pendant 3 semaines. C'est un remède de grand-mère et pourtant c'est extrêmement efficace. Et les jours où je ne le faisais pas, eh bien je sentais les symptômes de grippe revenir. Et donc là, je me précipitais sur une petite gousse d'ail que je me mettais dans l'anus et que je gardais jusqu'aux selles suivantes. Je me suis fait plus souvent que d'habitude des lavements au café. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Eh bien, oui, je prenais des aliments très alcalinisants, comme par exemple des citrons, voilà, et du gingembre, et du curcuma,
et de la propolis, et puis, enfin bon, des algues. Voilà, j'ai pris des choses comme ça. Et je m'en suis sorti très très bien. C'est-à-dire que je n'ai même jamais été malade pendant toute cette période, alors que je me suis frotté à des milliers de personnes sans aucune protection, sans aucune distanciation sociale, sans masque, en faisant plus de câlins que d'habitude, et tout s'est très bien passé, aussi bien pour moi que pour les autres. Malgré ce qu'en disent les journalistes des médias mainstream qui nous ont traités de psychopathes égoïstes, criminels, et ces mêmes journalistes nous ont souhaité de mourir du coronavirus dans des souffrances atroces. Mais cette bande d'imbéciles ont oublié que nous, les êtres humains, nous avons une capacité à nous maintenir en équilibre grâce au système orthosympathique et au système parasympathique. Désolé de vous apprendre des nouveaux mots, les journalistes, mais il va falloir que vous révisiez votre connaissance des conditions qui rendent une population saine. Alors, vous comprenez donc beaucoup mieux pourquoi les pays qui mettent le plus de moyens pour lutter contre les maladies sont les pays dont la population est la plus malade. Regardez quels sont les pays qui ont été les plus touchés par la pseudo-pandémie de coronavirus. Est-ce que ce sont les pays d'Afrique où il y a peu d'investissements en médicaments chimiques qui sont faits vis-à-vis des populations? Vous avez vu beaucoup de morts en Afrique, vous autres? Non, hein? Par contre, les pays où les populations sont intoxiquées et empoisonnées aux médicaments chimiques avec des dizaines de substances non naturelles dans l'organisme et avec un niveau inflammatoire extrêmement important, comme par hasard, ce sont ces pays-là qui ont été le plus touchés. Et encore, dans ces pays-là, qui a été le plus touché? Ce sont les personnes âgées dans les résidences pour personnes âgées. Mais est-ce que vous avez déjà été regarder de près quelles sont les prescriptions de médicaments dans ces résidences pour personnes âgées? C'est le jackpot pour Big Pharma, ces résidences pour personnes âgées. Parce que comme ces personnes âgées sont pour la plupart non connaissantes et pas très conscientes de ce qu'on leur prescrit pour leur bien, eh bien elles acceptent de recevoir toute une série de médicaments inutiles qui vont avoir pour effet premier de les mettre en situation de terrain inflammatoire. Or, comme le disait Claude Bernard, qui a été repris par la suite par Antoine Béchamp, le microbe n'est rien, mais le terrain est tout. Et quand le terrain est en situation inflammatoire permanente, mais il suffit qu'il y ait un petit virus qui passe par là pour que le déséquilibre... Enfin, non. Si vous avez compris que le virus est là pour nous permettre de nous rééquilibrer, mais si nous sommes en déséquilibre depuis trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dès qu'il y a un petit virus qui arrive et que le corps accueille comme le sauveteur, enfin je vais avoir un virus qui va me permettre de me rééquilibrer et de sortir mes poubelles, mais les poubelles étaient tellement nombreuses à l'intérieur du corps que le processus de réparation va faire mourir la personne qui est en train de se réparer, est en train de se guérir, parce que ça fait trop longtemps qu'on a tiré sur le ressort ou ça fait trop longtemps qu'on l'a compressé. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant pourquoi c'est dans les pays les plus riches qui dépensent le plus d'argent en santé publique que nous avons le plus de gens qui sont morts dans cette pseudo-pandémie et pourquoi ce sont les personnes les plus âgées qui sont mortes dans cette pseudo-pandémie? Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en quoi la vaccination procède de cette même logique de nous empêcher
d'être malade à court terme, parce que donc vous avez bien compris que Jean-Jacques Crèvecoeur, il est malade de temps en temps à court terme, mais dès qu'il est, enfin non, Jean-Jacques Crèvecoeur, il est en déséquilibre pas très longtemps, et quand il se rééquilibre, il va être malade, mais pas très longtemps non plus, parce que je n'ai pas laissé trop longtemps le déséquilibre s'installer, quelle que soit la forme de déséquilibre. Mais si la personne reste en déséquilibre pendant des mois ou des années, bien entendu, au moment où il y a un virus qui passe par là et qui va être une aide pour le corps à basculer dans le processus de parasympathicotonie, c'est là que le corps ne va pas être capable de gérer ce processus parce que ça fait trop longtemps qu'il était en déséquilibre et c'est pour ça que l'on va mourir du processus de rééquilibrage. Voilà, j'espère avoir été très clair et donc vous comprendrez aussi pourquoi, mais ça ce sera dans une autre conversation du lundi, pourquoi la solution de vaccination est donc une solution qui sur le plan de la logique biologique, la logique physiologique, la logique psychophysiologique est une aberration et a toujours été une aberration. Donc si vous avez compris ça, je vous invite maintenant à réfléchir à votre droit inaliénable de tomber malade et de voir la maladie symptomatique comme étant le processus par lequel le corps et le psychisme, donc le psoma, se rétablit. C'est Jung d'ailleurs qui disait « La maladie est l'effort que fait la nature pour se rééquilibrer ». Il avait tout compris, effectivement. La maladie, c'est l'effort que fait la nature pour se rééquilibrer. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, et c'est de le faire de façon la plus autonome possible, bien entendu. C'est toujours ce que j'ai promu depuis que je suis formateur professionnel et c'est ce que je continuerai à faire à votre service, c'est de vous donner un maximum d'outils pour que vous ne soyez plus dépendant de qui que ce soit. Et merci de télécharger cette vidéo, merci de la reposter sur vos pages Facebook, sur vos pages YouTube, merci de la partager, merci de partager aussi l'adresse pour se connecter à Full Light Channel pour que nous soyons de plus en plus nombreux sur cet espace indépendant, libre et non censuré. Et prenez bien soin de vous, n'attendez surtout pas que les autres le fassent à votre place.